Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Bon lundi et bon début de semaine à vous. Les Russes m'en ont largué une grosse bombe, où ça? Pas en Ukraine mais à Belgorod, la Belgorod russe, près de l'Ukraine. Les pilotes de l'avion l'ont probablement prise pour une ville ukrainienne parce que ces pilotes viennent parfois aussi d'autres régions de Russie. Parfois, ces chasseurs bombardiers, ou Su-34, sont stationnés sur des aérodromes loin de l'Ukraine. Donc ils pourraient ne pas comprendre s'ils survolent pour la Russie ou l'Ukraine ou s'ils sont proches de n'importe quel autre pays. Donc, de cette manière précise, la bombe a été larguée sur Belgorod, près d'une sous-station, en essayant de la mettre hors service. Je suppose que les pilotes sont près de la sous-station. C'est très proche de l'endroit où l'Ukraine est censée se trouver. Lâchons la bombe et espérons qu'elle tombe dans le bon pays. Flash info, ce n'est pas le cas. Elle est tombée à Belgorod, en Russie, et elle a en fait endommagé un des camions. Voici la vidéo. Le cratère est en train d'être bouclé par la police et il y a une sous-station électrique très proche de là. On parle souvent de tir ami comme bleu sur bleu, mais ici, pour les Russes, je dirais rouge sur rouge. D'ailleurs, c'est ce qui explique le plus drôle dans tout ça, c'est que Belgorod a perdu l'électricité, le centre-ville a été privé de courant, à cause de ça. Alors voyons le bon côté de cette attaque. J'imagine que vous avez l'obscurité gratuitement, obscurité gratuite pour les Russes, félicitations. Avant l'explosion, l'alerte aux missiles de la ville n'a pas été activée et aucun avertissement sur le vol de drone n'a été donné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait ni missiles ni drone, c'était une bombe russe. Si vous êtes en Russie et que vous vous demandez un jour « Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour moi ?» Eh bien maintenant, Poutine vous a offert un cadeau personnel. L'obscurité gratuite grâce à une bombe fabriquée en Russie, faite pour les Russes, obscurité gratuite. Des habitants de Belgorod, vivant près du lieu de la chute de la bombe, ont entendu le rugissement d'un avion allant vers la frontière avant l'explosion. Ils le décrivent comme parfait. Pas de drone ni de missile, juste un avion russe, une bombe russe, une ville russe. Il n'y a rien de plus à dire. Dans cette prochaine vidéo, et je te promets, ça va égayer ton lundi. Comme dans l'histoire précédente, ici nous avons un homme russe qui essaie d'échapper à la justice. Et par justice, je veux dire un drone vu à la première personne ukrainien. Un homme dans la cour de quelqu'un occupant une maison et une cour ukrainienne. Il ne devrait pas être là. L'homme ne devrait pas être là. Alors il décide de sauter dans le puits. Un drone vu à la première personne vient d'exploser. L'homme plonge dans le puits et ces puits sont profonds d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne peux pas, il ne portait pas de GoPro. Mais les drones ukrainiens et la justice ne se laissent pas intimider. 2 drones ukrainiens plongent dans le puits après l'homme, rendant la justice tardive. Même au fond du puits, les Russes ne peuvent pas échapper à leur destin, devenir de l'engrais pour la terre ukrainienne. J'aime beaucoup comment Madiar Bertz, ancien utilisateur de Twitter, 414e Madiar Bertz le formule. Maintenant, on a un bouillon plutôt qu'un grill. Bien dit, c'est vrai. Malheureusement, les habitants de cette maison à l'avenir, lorsque cette terre sera libérée, ne pourront pas utiliser ce puits en particulier parce qu'il est empoisonné par ce qui reste de cela. Russe. Dans cette vidéo, mes amis, nous avons un Russe qui filme un nouveau lot de chars Armata. Oui, le nouveau T-14 Armata. Ils sont enfin arrivés sur le front, mais ce ne sont pas des chars, plutôt des ânes. En bref, j'ai retrouvé cet esprit de bénévoles qui vivent ici. Je ne sais pas si tu avais une idée d'où ça allait, mais oui, je ne plaisante pas. 2 ânes sont arrivés sur le front. Ils ont été donnés par les bénévoles russes, d'ailleurs, aux soldats. Regarde ces ânes, si tristes. Je serais triste aussi, parce que tu sais qui est au front, parfois quand tu es près de ces unités de Rosgvardia. Sous ces unités de Rosgvardia, il y a aussi Amatsila, l'unité semblable à Kadura. Ils sont vraiment amicaux avec les ânes, et je pense que l'un des gars qui filme ici, nous ne savons pas, je veux dire, d'après l'accent, mais il est beaucoup trop heureux. Allez. Dégage, salope. Je ne sais pas ce qu'il compte faire avec cet âne plus tard. Quand les lumières sont éteintes, quand il fait sombre, je suppose qu'il va allumer quelques bougies, faire un petit massage et se laisser aller à la langue. Je ne sais pas, mec, mais il est bien trop content pour ces 2 ânes.
écoute-le. Lan ne veut pas sortir. Je ne voudrais pas sortir non plus. Si j'entends la voix de cet homme, je ne sais pas ce qu'il va me faire plus tard. Sortons d'ici. Lan l'entend et il entend ce qui va se passer dans l'obscurité de la nuit. S'il te plaît, laisse Lan tranquille. Oh, ça a déjà commencé, ne le filme pas. Ouais, il prend position. Je n'aime pas ce que je vois dans cette vidéo, mes amis. Oh, c'est mauvais. Laissez ce pauvre animal tranquille. De quoi a-t-il peur? Vitali, reste ici. Non, il utilise ses jambes. S'il te plaît, arrête ça. D'accord, je ne vais pas t'en montrer plus, mais oui, tu peux laisser les Russes et les Kadyrovites s'occuper des ânes de toutes les mauvaises façons. Pourquoi est-ce qu'ils prennent écho les ânes, de toute façon? Eh bien, pour l'une des raisons que je viens de te dire, parce qu'ils veulent s'amuser la nuit. Mais l'autre raison, c'est que leurs fourgonnettes, Boukanka, les camions peints, les vannes Scooby-Doo, peu importe leur nom, elles restent souvent coincées dans la boue, donc ils doivent les pousser pour les sortir. Je veux dire, c'est la saison des pluies en ce moment. Le sol n'est pas gelé, ce qui veut dire que tout va s'enfoncer. Les ânes ne s'enfonceront pas. Ils sombreront dans la dépression après ce que tu leur feras si tu es un Kadyuravite, mais ils ne s'enfonceront pas dans la boue, et c'est pour ça qu'ils aiment ces ânes. Mes amis, j'ai quelque chose de génial à vous montrer. D'accord, ce sont mes 2 parents perdus de vue depuis longtemps, et je dois profiter de cette occasion, je vais leur écrire. Je lui ai écrit en estonien et j'ai demandé si elle connaissait mon grand-père perdu. Mais j'ai encore un autre parent perdu de vue depuis longtemps, et je veux savoir la même chose de sa part. Voyons d'où je viens à l'époque ancienne, explorons, à l'âge du bronze, et vous pouvez immédiatement voir ce que je voulais voir. Et c'est vrai, je viens d'Ukraine, regardez ça. 48% des terres ukrainiennes, c'est Kakror. C'est là que se trouve l'Ukraine actuelle. Je viens de là, de l'âge du bronze. Les choses, bien sûr, changent si on passe à l'âge du fer. Mes ancêtres voyagent et deviennent baltoslaves à l'époque romaine. Je deviens encore plus balte, et tout cela se consolide au Moyen-Âge. Maintenant, mes amis, voyageons à Mariupol, la ville que les Russes ont tristement bombardée. Il ne restait presque plus aucun bâtiment intact, et le cimetière de Mariupol s'est tellement agrandi qu'on pouvait le voir depuis l'espace. Oui, il existe une série d'images satellites montrant les nouveaux secteurs du cimetière de Mariupol, qui s'est énormément agrandi. On parle de dizaines de milliers de personnes, et ce sont des civils. Donc nous avons cette vidéo Mariupol 2025, et les Russes se vantent d'avoir reconstruit le bâtiment du théâtre de Mariupol et d'avoir installé le sapin de Noël. Quelle ambiance de Noël, n'est-ce pas? Voilà ce que fait la propagande russe. Si tu es un Russe qui regarde ça depuis Saint-Pétersbourg ou Moscou, tu te dis « Oh, regarde, on a libéré, c'est le Rousski Mir ». Tout va bien, n'est-ce pas? Non, ils choisissent vraiment leurs angles. Tout d'abord, ce théâtre de Mariupol, ce même bâtiment ici, en 2022. Il y avait une énorme inscription devant le bâtiment, sur le parking. Et mais non. Énorme, disait Dieti. Ce qui signifie enfant, parce que dans le théâtre de Mariupol, au sous-sol, quand ils bombardaient dans Mariupol, des enfants et des femmes se sont réfugiés dans le sous-sol de ce théâtre. On parle de centaines de personnes, et les Russes ont rasé ce théâtre. Et il y avait des rumeurs qu'après cela, ils ont immédiatement commencé à le reconstruire après avoir occupé Mariupol. Mais ils n'ont jamais sorti les corps, ils ont rempli le sous-sol de béton. C'est ce que disent les rumeurs. Donc ce théâtre est littéralement reconstruit sur des femmes et des enfants morts, sur leurs corps, leurs os. Ça va être hanté comme pas possible et c'est vraiment terrible. Maintenant, voici une vidéo montrant leur reconstruction. Regardez-moi ça, à quoi ça ressemble dehors maintenant. Mais je me demande si ces ouvriers savent ce qu'il y a au sous-sol. Vous pouvez demander ce qu'il y a dans la boîte, mais pas dans le sous-sol de ce bâtiment. Parce que c'est un crime de guerre enregistré dans l'histoire pour toujours. Et je veux vous montrer quelques incidents, quelques exemples de la façon dont cette propagande russe fonctionne. En choisissant bien vos angles en filmant, on pourrait presque faire croire que Mariupol n'a jamais été bombardé, mais ce n'est pas le cas. Mais ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il tourne une vidéo de propagande pour les habitants de Moscou, pour Saint-Pétersbourg, pour que les Russes voient que Mariupol va bien, mais regardez,
Les environs, ils ont été bombardés jusqu'à l'oubli par les Russes. Ils ont une petite mise en scène de tournage, quelques parapluies et s'amusent ici. Voilà à quoi ça ressemble. 1 an après l'occupation, en hiver. Regarde ça. Alors oui, ils ont reconstruit un théâtre sur les ossements de femmes et d'enfants ukrainiens. Maintenant, cette photo ne vient pas de Mariupol, mais d'Avdiivka. Encore une fois, on ne peut même pas faire disparaître ça avec de la propagande. Peu importe l'angle sous lequel on regarde, ça reste mauvais. Ils avaient installé ce stand de kebab devant la Panelka détruite. Évidemment, il y a peut-être encore des corps de civils dans cette Panelka et ils servent des kebabs juste devant. C'est le monde russe, dans toute sa splendeur. Voilà ce que c'est. Il n'y a rien de plus à la Russie. En Occident, on se demande souvent, les stations de métro de Saint-Pétersbourg et Moscou sont si belles. Eh bien, mes amis, regardez ces photos. Voilà la réalité et ces crimes de guerre. Je viens de mentionner le bombardement de Mariupol, des enfants et des femmes dans le sous-sol du théâtre. Eh bien, juste à côté. Le plus grand crime de guerre commis par les Russes en Ukraine, c'était Boutcha. Tout le monde le sait, tout le monde en a entendu parler. Je suis allé dans cette région plusieurs fois, une fois même avec ma femme. Nous sommes allés en Ukraine, nous avons visité Boutcha. Les photos là-bas, quand tu les vois, quand tu entends ces histoires, ça ne te quitte jamais. Qui a fait ça? Eh bien, la 76e division VDV, division Seitnik, armée russe. Nous le savons parce qu'ils s'en sont vantés. Ils ont publié des photos en ligne. Ils ont occupé Boutcha. Et jusqu'à présent, et sûrement pour des décennies encore, les services de renseignement ukrainiens traqueront ces combattants, non seulement les officiers, mais jusqu'aux plus simples soldats. Les soldats, ils les traqueront. Cela se passe avec succès depuis 3 ans, et cela continue de se produire. Par exemple, cela vient juste de sortir dans l'oblast de Kherson, l'oblast occupée d'Ursan. Ceci est un opérateur du bureau du HUR, et dans celle-ci, c'est la première voiture, mais dans la deuxième voiture, qui est une Lada Neva, une noire, il y a 2 soldats qui appartenaient à la 76e troupe aéroportée russe et qui étaient en Boutcha. Voyons ce qui arrive à cette voiture, et c'est ainsi que le HUR opère. C'est très similaire au Mossad après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah. Chaque dernier soldat de la 76e qui était à Boutcha connaîtra son destin. Personne n'est en sécurité, personne ne peut y échapper. Baraboom, justice rendue. Et c'est ainsi depuis 3 ans, et ce sera ainsi pendant des décennies. Il n'y aura plus personne en vie de cette unité. Il n'y aura plus personne en vie qui est responsable du bombardement du théâtre de Mariupol. Les officiers qui ont entré les coordonnées pour les missiles et qui sont tombés là-bas, et ces officiers ont été identifiés. Leurs familles sont connues, ils seront traqués pour le reste de leur vie. Ils ne pourront pas s'en sortir. Maintenant, sur un autre sujet, nous avons un cas précis d'un nouveau venu dans l'armée russe, un jeune garçon qui a oublié son arme dans la zone fumeur. Et voici la réaction à cela. Je voudrais en discuter un peu avec vous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont des vétérans de guerre. Peu importe la guerre, que ce soit le Vietnam, si vous êtes vraiment un vétéran, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak ou autre chose. Je crois que chaque fantassin ou ancien militaire peut comprendre cette partie. Celle-ci est russe. Mais je dois dire, avant qu'on regarde, je pense que tu t'en es bien sorti, honnêtement. Où est ton arme? Je l'ai laissée dans la salle, fumeur. Et ça, alors? Tu te moques de moi? Alors ce jeune gamin est allé fumer et il a laissé son arme là-bas. Il l'a oubliée. Le combat viendra aussi et il va te foutre en l'air. Tu comprends ou pas? Tu devrais dormir. Et te branler avec... Ils ont dit de t'annuler. Annuler, ça veut dire, en gros, te jeter à la cave ou t'envoyer aux assauts de viande. Je ne le referai plus jamais. Donc ces gifles sont assez faibles. Comme tu peux le voir, elles ne font rien.
Qu'est-ce que tu vas dire, frérot? Comment quelqu'un peut-il perdre une arme comme ça? Prends ça au sérieux. D'accord, il reçoit quelques petites tapes très légères, et j'imagine que ça s'arrête là. C'est comme ça que ça se termine. Si tu laisses peser ton arme dans une armée, que ce soit en Estonie, aux États-Unis, en Russie ou en Ukraine, c'est un crime très très grave dans le domaine militaire. Laisser son arme, l'oublier ou la perdre quelque part, c'est vraiment vraiment grave. Et dans la plupart des armées, je suppose que les États-Unis ont des réactions bien plus sévères à ce sujet que cela. Le gamin n'était venu avec quelques bleus seulement. Ce vieux frappe vraiment faiblement, comme tu le vois, et demain ils l'auront sûrement oublié. De toute façon, il fonce vers la viande. Il allait y aller de toute façon. Mais dites-moi, que fait l'armée américaine, que vous soyez vétéran de l'armée de terre, des Marines, de l'air ou de la marine? Si vous perdez votre arme et que quelqu'un la retrouve, par exemple dans une salle fumeur, quelles sont les conséquences pour vous? Je pense que c'est bien plus grave. Je vous laisse vous montrer ceci, pour prouver le grand manque de discipline dans l'armée russe. Parce que je dis que ce n'est pas une sanction sévère pour avoir perdu une arme. C'est une sanction très légère. Je pense que ce type est déjà dans une attaque de chair à canon. Plusieurs signes le prouvent. Eh bien, ce vieux monsieur ici n'a plus de dents. L'autre vieux monsieur était accroupi sur ses talons. Ce sont de petits signes. Si vous prenez ces positions ou si vous venez de certains milieux, si vous venez de ces milieux, pas de dents et accroupi comme ça. Vous faites partie de certains groupes sociaux. Si vous faites partie de ces groupes sociaux, vous n'intégrez généralement pas les forces seïtniques, mais des unités spécifiques chargées de missions précises, souvent des assauts intermédiaires. Donc oui, peu importe s'il a laissé son arme ou non, ils partent en assaut intermédiaire, ils seront morts dans une semaine ou un mois. Donc oui, inutile de le punir davantage. Être dans cette unité, c'est déjà la punition. Aux États-Unis ou en Allemagne, peu importe l'armée, dites-moi en commentaire si vous perdez votre arme. Je veux savoir comment ça se passe dans votre pays, parce que, à mes yeux, c'est vraiment s'en sortir à bon compte. Maintenant, mes amis, on change encore de sujet. Cette vidéo part dans tous les sens, mais certains sujets sont ainsi. Ça vient juste d'arriver, je n'invente rien. Firebomber, l'un des plus grands canaux d'aviation russe sur Telegram, nous rapporte cela. Et je me demande sans Allah, si ces accidents arrivent, est-ce que le gars du bombardier viral se dit peut-être que je ne devrais pas en parler? Mais il l'a fait. Regardez ça. Hier, dans l'un des régiments d'aviation de bombardiers, le système d'éjection s'est déclenché sur un avion qui se trouvait dans un abri. Même si je ne vous lis rien d'autre, savez-vous quelque chose sur les chasseurs ou bombardiers? Ils sont dans l'abri. Un plafond sera placé à 3 ou 4 mètres au-dessus du cockpit où se trouvent 2 pilotes. Et le système d'éjection s'active. Que se passe-t-il s'il s'active dans l'abri? Le pilote et le navigateur ont subi des blessures incompatibles avec la vie. Ils ont perdu la vie et se sont sacrifiés pour le Russki Mir, n'est-ce pas? Une commission d'État est sur place. Donc ils ont été éjectés à pleine vitesse, en pleine explosion, projetés jusqu'au plafond. Il y a 2 taches rouges éclaboussées au plafond de ce hangar précis. Alors, quel genre d'accident est-ce? C'est un accident très russe, c'est fou. Former un pilote coûte cher, ils ont généralement un grade assez élevé. Les pilotes sont des commandants ou parfois même plus hauts, et ils se retrouvent éclaboussés au plafond. Comme ça. À cause d'une défaillance de maintenance ou d'une panne électrique, peu importe, le système d'éjection s'est déclenché. C'est un accident rarissime, mais c'est très russe. Et enfin, je dois vous en faire part. Les Russes ont frappé un autre barrage en Ukraine. Cette fois, il s'agit du plus grand barrage réservoir d'eau dans l'oblast de Kharkiv. Auparavant, 23, à Kherson, ils ont détruit le barrage de Novogohovka, causant de graves inondations et laissant des dizaines de milliers de personnes et leurs maisons sous l'eau. Dans ce cas, dans cette vidéo, vous pouvez les voir frapper le barrage juste ici. Voici l'explosion là où cela s'est produit. Voilà à quoi cela ressemblait après l'explosion. Une partie du pont est détruite. Nous ignorons s'ils ont vraiment détruit le barrage. Je ne crois pas. C'était une tentative de le faire, mais cette bombe n'a pas suffi. Je suppose qu'ils font des essais et qu'ils pourront le détruire à l'avenir. La route du barrage Petchnik est maintenant suspendue. Un pont à Staris Saltiv a été détruit. Voyons où c'est et à quoi ça ressemble. Je veux dire, c'est le plus grand réservoir d'eau de tout Kharkiv l'Est. Il est très proche de Kharkiv et ce barrage retient beaucoup d'eau.
Donc s'il détruisait réellement le barrage, pas seulement le pont, cela provoquerait une autre inondation, comme à Kherson que nous avons vu en 2023. Voici à quoi ressemble le pont. Il est détruit, mais le barrage ne semble pas l'être. Le potentiel de ce type d'attaque, le potentiel de nuire aux civils est sans limite. Alors oui, espérons honnêtement qu'ils ne puisseront pas détruire ce barrage, parce que je ne sais pas si je pourrais supporter mentalement une autre inondation. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. J'espère que cela a égayé votre lundi. Il y a plein de sujets ici qui auraient dû le faire. Je reviendrai chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors si vous aimez mes vidéos, appuyez sur le bouton s'abonner et revenez. D'ici là, mes amis slaves, ukrainiens et au revoir. Comme je l'ai déjà dit, mes amis,